Bonjour. Dans cette capsule, on va parler de la notion d'effet inductif et de la stabilité de différentes espèces en lien avec, avec ce concept. Jusqu'à maintenant, les molécules organiques avec lesquelles on a travaillé, c'était surtout des molécules neutres qui n'avaient pas de charge. À partir de maintenant, vous allez être appelé à travailler aussi avec certaines espèces qui possèdent une charge, notamment les carbocations. Donc, c'est un cation, une molécule qui possède une charge positive, et la charge positive va être localisée sur un atome de carbone. De la même façon, vous allez être appelé à travailler avec les carbanions. Donc, un anion, c'est une molécule négative. Et dans le cas du carbanion, la charge négative va être localisée sur un atome de carbone. Avant de commencer à parler de l'effet inductif, on va faire un petit rappel de votre cours de chimie générale concernant la charge formelle et la règle de l'octet. Donc, si on prend la molécule de H3O, on va d'abord regarder la règle de l'octet qui stipule qu'un atome, pour être plus stable, pour être content, va avoir tendance à se lier avec d'autres atomes pour avoir 8 électrons autour de lui. Donc, une liaison covalente, c'est un partage de 2 électrons. Donc, notre atome d'oxygène en ce moment a 6 électrons autour de lui. On va donc rajouter un doublet d'électrons pour compléter la règle de l'octet. Donc là, notre oxygène, il est stable, il a 8 électrons autour de lui. Il y a aussi la notion de charge formelle qui est importante de bien comprendre. La charge formelle, qu'est-ce que c'est? C'est la comparaison entre le nombre d'électrons qui appartiennent à un atome et ses électrons de valence. La formule pour calculer la charge formelle, c'est le nombre d'électrons de valence d'un atome moins le nombre d'électrons assignés à cet atome-là. Donc, si on fait le calcul de la charge formelle pour l'atome d'oxygène, donc l'atome d'oxygène a 6 électrons de valence et les électrons assignés, qu'est-ce que c'est? Ben, les doublets d'électrons libres appartiennent à l'atome auquel ils sont liés et les liaisons covalentes, on prend les deux électrons et on les sépare moitié-moitié, donc un électron à un atome, l'autre électron à l'autre atome. C'est donc dire que notre atome d'oxygène dans la molécule de H3O possède 5 électrons qui lui appartiennent, 5 électrons assignés. Donc, dans le calcul de la charge formelle, 6 électrons de valence moins 5 électrons assignés, on obtient donc une charge formelle de plus 1. C'est donc dire que l'oxygène a une charge de plus 1 et on a maintenant la molécule de H3O+. Si on fait le même exercice avec un carbocation, donc on a vu dans la diapo précédente que le carbocation, c'est une espèce qui possède une charge positive sur l'atome de carbone. C'est donc dire que si on prend la formule de la charge formelle, on est déjà capable de statuer que la charge formelle de l'atome va être plus 1 et que notre atome de carbone possède 4 électrons de valence. Il nous reste donc à déterminer le nombre d'électrons assignés à l'atome de carbone. Donc, quel chiffre est-ce qu'on a besoin pour avoir une charge formelle de plus 1? Ben, c'est 3 électrons assignés. Donc, le carbone a 3 électrons assignés. Ils sont déjà représentés à cause des 3 liaisons covalentes qui sont sur ce carbone-là. C'est donc dire qu'on n'a pas à rajouter d'autres électrons pour respecter la charge formelle et, en conséquence, un carbocation ne respectera pas la règle de l'octet. C'est une espèce qui est instable, mais on va quand même être capable, avec la notion d'effet inductif, de les classer en ordre de stabilité relative, donc du plus stable au moins stable. La première notion d'effet inductif qu'on va traiter, c'est l'effet inductif répulsif. Donc, petit rappel, vous aviez vu dans votre cours de chimie générale que lorsque la différence d'électronégativité entre deux atomes est inférieure à 0,4, on considérait que le lien il était non polaire. Dans le cadre du cours de chimie organique, on va considérer que le lien CH, même si la différence d'électronégativité elle est très faible, elle est en bas de 0,4, on va considérer que le lien CH il est polaire, très légèrement polaire, un petit peu polaire. Et donc, lorsqu'on a notre carbocation avec les liaisons CH sur les carbones voisins, ben, on a un paquet de vecteurs de polarité qui apparaissent. Donc, pour chacun des liens CH,
Et en rouge, on a les vecteurs résultants pour chacun des groupements CH3. Donc ici, on a une carbocation tertiaire parce que le carbone qui porte la charge positive est attaché à 3 autres carbones. Si on regarde une carbocation secondaire, donc notre carbone qui porte la charge positive est attaché à 2 autres carbones et avec les liaisons CH qui sont présentes, on a 2 vecteurs résultants d'effets inductifs répulsifs. Donc les vecteurs résultants d'effets inductifs répulsifs sont représentés en rouge sur les diapositives. Et finalement, si on regarde une carbocation primaire, ben, on a un seul vecteur d'effet inductif répulsif qui est représenté. Donc, puisque les vecteurs résultant, donc l'effet inductif répulsif, ça va pousser des électrons vers le carbocation. Donc, l'effet inductif va augmenter la densité électronique autour du carbocation et que cet atome-là était en déficit d'électrons. Donc, on a vu à la diapo précédente qu'un carbocation a un octet incomplet, il lui manque des électrons. L'effet inductif va venir augmenter la densité électronique autour du carbone et par le fait même va augmenter la stabilité de l'intermédiaire du carbocation. Donc, plus l'effet inductif il est grand, plus il est important, plus notre carbocation va être stabilisée. Donc, c'est donc dire qu'un carbocation tertiaire va être plus stable qu'un carbocation secondaire et le carbocation secondaire va être plus stable qu'un carbocation primaire. On peut faire exactement le même raisonnement pour les carbanions. Donc, l'effet inductif répulsif va augmenter la densité électronique autour du carbanion en suivant le même raisonnement que pour le carbocation. Sauf que le carbanion, lui, il y a un surplus d'électrons. À cause de la charge négative, il y a une grosse densité électronique, il y a un surplus, et l'effet inductif vient en rajouter une couche par-dessus. Donc, l'effet inductif, dans le cas des carbanions, va venir déstabiliser notre carbanion. C'est donc pour ça qu'un carbanion tertiaire va être moins stable qu'un carbanion secondaire et le secondaire va être moins stable qu'un carbanion primaire à cause qu'il y a plus d'effets inductifs répulsifs qui viennent augmenter la densité électronique autour de l'atome qui porte la charge négative. La deuxième notion concernant l'effet inductif, c'est l'effet inductif attracteur. Dans ce cas-ci, on va repérer dans la molécule les atomes qui sont plus électronégatifs qu'un atome de carbone. Donc, dans les exemples qui sont affichés à l'écran, on voit qu'on a des atomes de chlore qui sont plus électronégatifs que le carbone. Donc, le chlore va tirer sur les électrons. Donc, plus il est électronégatif, plus il tire fort. Et dans le cas du carbocation, l'effet inductif attracteur va venir diminuer la densité électronique autour du carbocation et va donc venir le déstabiliser. Dans le cas du carbanion, on a un surplus d'électrons autour du carbone qui porte la charge négative. Le chlore tire sur ces électrons-là, donc il vient diminuer la densité électronique autour du carbanion et vient donc le stabiliser. Lorsqu'on compare l'effet inductif répulsif et l'effet inductif attracteur, il est important de considérer que l'impact sur la densité électronique de l'effet inductif attracteur va toujours être plus important que l'effet inductif répulsif. C'est donc dire que lorsqu'on a à classer différentes espèces en ordre de stabilité, on va d'abord regarder est-ce qu'il y a de l'effet inductif attracteur et si oui, quel est l'impact de l'effet inductif attracteur sur la stabilité de la molécule sans regarder l'effet inductif répulsif. On va traiter l'effet inductif répulsif uniquement s'il y a une égalité au niveau de l'effet inductif attracteur.